Bonjour, c'est Alice. Alors je vous reviens avec un peu les jeux joués ces 10 derniers jours. J'ai eu l'occasion de faire un week-end dans lequel j'ai quand même pas mal joué. Du coup je me suis dit que ça valait le coup de refaire un peu une vidéo. Je tente cette fois-ci de la séparer en 3 parties, donc les gros jeux, des jeux plus intermédiaires et les petits jeux. Alors gros jeux, jeux experts, même si pas forcément que du ultra dur. Je suis désolée pour le son, j'essaye d'améliorer les choses, mais jusque là ça a pas trop l'effet escompté. Voilà, donc je tente. Et voilà. Je vais commencer donc ici donc en parlant un peu des gros jeux que j'ai fait. Il y en a un certain nombre, dont pas mal de découvertes du coup. En commençant par Arkwright. Donc Arkwright, moi c'est un jeu que j'avais très envie de découvrir depuis bien longtemps. C'est un jeu donc un peu économique où on va construire des usines pour avoir des productions qui vont nous coûter de l'argent en fonction de nos employés qu'on a investis dedans, pour tenter de produire plus que les autres et surtout de produire mieux avec une question de concurrence pour aller vendre au marché interne et un petit peu externe potentiellement. Donc moi j'avais à Essen acheté le jeu de cartes qui est censé être plus simple que celui-ci, qui est effectivement un peu plus simple, et je l'avais joué, on avait trouvé ça un peu plat avec pas beaucoup de choix, donc je continue d'avoir très envie de jouer au gros, et là j'ai pu jouer au gros, donc à 3 joueurs qui découvraient tous les 3, moi j'avais lu les règles, j'avais donc un peu cette expérience de du petit jeu quoi disons, lié, ce qui donne un peu quand même la trame. Donc déjà, je vais décrire un petit peu le jeu. Donc on a un plateau personnel avec des usines dessus qui vont avoir une certaine qualité de bien et potentiellement de la pub aussi dessus. On va fixer un prix à ces marchandises et la différence entre la qualité plus la pub moins le prix, ça va nous donner l'attractivité de nos marchandises pour la demande au marché interne, qui va dépendre de à quel point le marché de l'emploi se porte bien. Quand on construit des usines ou qu'on choisit de les agrandir, on peut récupérer des ouvriers du marché comme ça, ce qui va rendre les salaires de plus en plus chers et nous permettre de vendre de plus en plus de biens, globalement autour de la table. On a un petit système d'action où à chaque tour, on va aller choisir une de nos plaquettes, la mettre sur notre ligne, et ça va donc déterminer le coût administratif qu'on va payer. Plus on paye cher, plus on peut faire d'actions puissantes par rapport à certaines actions, et moins on paye cher, moins on paye cher. Il y a des actions qui ne nécessitent pas de coût d'administration, donc on a envie de les payer le moins cher possible. On peut répéter des actions qu'on a déjà jouées, mais il y a un surcoût. Donc il y a vraiment un jeu assez mignon sur comment est-ce qu'on place ces tuiles ici. Et le truc c'est que donc chacun fait une action, puis on fait un décompte de biens, donc une phase de production et de vente. Et en fait il y a un ordre un peu cyclique, donc on commence par... Donc on fait une action, on achète et on vend des pains, enfin on produit et on vend des pains, puis tout le monde refait une action, puis on produit et on vend des vêtements, puis tout le monde fait une action et on produit et on vend des couteaux, puis tout le monde fait une action et on produit et on vend des lumières. Donc évidemment pour ceux qui ont des usines concernées, et en fonction de qui a le meilleur attrait, on va pouvoir vendre plus, potentiellement, selon la demande, et du coup on peut avoir des contrats d'export pour un peu absorber notre surplus. On joue comme ça 5 décennies, donc 5 fois un cycle de 4 manches. Et à la fin, celui qui est le plus riche a gagné. Donc c'est le plus riche, sachant qu'on a un peu des parts qu'on va pouvoir un peu vendre pendant la partie pour gagner des choses. Voilà, donc on ne pense pas avec 100% de notre entreprise, donc c'est la valeur des parts fois notre nombre de parts à la fin de la partie, notre score, sachant que c'est très lié à l'argent qu'on a. Mais il y a une petite part d'investissement. Donc tout ça, moi, c'est beaucoup des éléments que j'aime bien. Le côté très concurrentiel, le côté on choisit ce qu'on produit, le côté assez peu d'action avec qu'est-ce qu'on doit faire, le côté investissement. J'ai vraiment beaucoup aimé la mécanique d'action, mais j'ai été un petit peu déçue, peut-être parce que j'en attendais beaucoup trop. Au final, je trouve que... Alors, les autres joueurs à la table ont trouvé ça très répétitif en 5 manches. Moi, je suis peut-être pas 100% d'accord. Il y a quand même des phases un petit peu d'entretien. C'est un petit peu laborieux comme jeu, quand même, faut bien le dire. À mettre en place, c'est très chiant. L'explication des règles est pas fluide. Ça le sera peut-être plus après une partie, mais c'est quand même pas simple à expliquer. Et moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu figé dans ce qui se passe dans les actions. J'aime bien, parce que c'est de la petite concurrence sur plein d'actions, mais... c'est vrai qu'on n'a pas une latitude si énorme que ça d'action. C'était plus que dans le petit jeu de cartes, j'ai trouvé, mais pas autant plus que ce que j'aurais aimé, parce que je trouvais qu'on était limité dans le petit jeu de cartes, et là en fait je trouve qu'on est limité aussi, moins, mais on l'est quand même. On a fait des choix un peu basiques, on a joué avec le preset, donc la mise en place standard où chacun a déjà dit ce qu'il a investi en début de partie, ce qui a l'air d'être une manière de miser très intéressante sinon, et
Voilà, du coup je reste un peu sur ma faim. Je suis déçue par rapport à ce que j'en attendais, j'ai envie d'y rejouer, surtout pour voir ce que ça donne, mais aussi j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas trouvé ça aussi excitant que ce que j'en espérais. Ouais, donc ça c'était Arkwright. Hop. Bitoku. Bitoku pour ceux qui insistent à prononcer avec un certain accent, mais je suis sûre qu'il y a des accents japonais où on prononce le U. Du coup, Bitoku, c'est un jeu de placement d'ouvriers où on va faire une salade de points pour gagner la partie à la fin. En gros. Il y a un habillage de thème donc à la japonaise avec des esprits, des choses, de l'harmonie, c'est très chouette. Côté graphique, côté thème, ça fait quand même moyennement sens. On a tout simple, donc on va jouer en 4 manches, et chaque manche, on va faire jusqu'à 9 actions chacun de 3 types différents, parce qu'on démarre tous avec un... Donc il y a un côté un petit peu deck building, mais très très léger. On commence tous avec un plateau de 3 cases, et 3 dés associés à chacune de ces 3 cases. On a une main de 4 cartes, 3 cartes, en fait on a 5 cartes au début, on en tire 4, on en défausse une, il nous en reste 3. Et à notre tour, soit on pose une carte qui débloque le dé associé, donc le dé va devenir disponible à être posé. Soit on joue un dé déjà débloqué sur un emplacement de clairière pour faire l'action du lieu, qui sont les actions principales de développement, donc construire des bâtiments qui vont pouvoir servir à tous, soit aller faire des libellules et des petits rochers qui vont nous donner des bonus divers, aller faire des cristaux qui vont nous faire des sortes de revenus. Bon, voilà. Donc on active une des actions comme ça principales qui dépend de la valeur de notre dé, et on peut potentiellement activer un bâtiment si un bâtiment disponible assez atteignable par la valeur de notre dé. Et une fois qu'on a... Et donc troisième type d'action possible, sur une clairière où on a déjà déposé un dé, faire traverser la rivière pour là faire une des actions un peu, disons, autres, des actions de rivière, des actions secondaires ou majeures, selon comment on le voit, qui est entre récupérer un Bitoku pour notre chemin de Bitoku qui est sur le côté, qui va nous permettre de faire des points de victoire selon le principe de collection, récupérer un nouveau Yokai, donc une carte Yokai c'est celle qu'on a en main pour jouer des meilleures cartes à notre tour, ou alors faire deux actions qui en gros font des points de victoire, donc avancer sur les différentes pistes de majorité, récupérer des rochers qui vont nous faire des points en fonction des bonhommes qui est à côté, bon, bref. Ou des visions qui vont donner des contrats à remplir en fonction des autres éléments qu'on a résolus. Tout est un peu fouillis, il y a vraiment plusieurs axes de jeu, je vais pas rentrer dans les détails, mais donc on a plusieurs axes de développement qu'il va essayer de falloir marier de manière intéressante. L'interaction, moi je la trouve vraiment super chouette, il y a vraiment une grosse interaction de timing sur cette pose d'ouvrier, puisque pour avoir le droit d'activer le pouvoir d'une clairière, il faut être le dé le plus fort de la clairière, donc strictement ou pas strictement, selon si on veut jouer en mode ardu ou pas. Et il y a vraiment des courses sur traverser la rivière à tel ou tel moment, il y a vraiment possibilité d'aller cramer des pèlerins pour jouer en avance de phase, quelle carte on veut mettre à quel moment on a besoin de débloquer quoi, comment avoir des dés assez gros en récupérant des amulettes, ce genre de choses. Pour moi, il y a plein de défis qui sont intéressants dans cette pose d'ouvrier, et le fond de qu'est-ce qu'on fait, ça fonctionne. On fait des bâtiments, on fait des avancées de pèlerins sur les temples qui vont nous permettre... Ah, j'ai reperdu ma souris. Bon. On fait des avancées de pèlerins sur les temples qui vont nous permettre de faire différentes choses. Ça m'énerve. Voilà, hop. Donc ici, pour aller prendre des bonus. Et vraiment, on fait pas mal de choses. Si on se débrouille bien, on va faire plus de choses que si on se débrouille moins bien. Et donc une grosse question de timing, pour moi c'est un gros coup de cœur, il faisait partie de la sélection des Diamants d'Or de cette année, moi j'y avais beaucoup joué du coup en décembre-janvier, j'y ai pas beaucoup joué depuis, peut-être une ou deux parties seulement, et moi c'est vraiment un jeu qui correspond à plein de choses que j'aime, qui est peut-être un peu dans tous les sens, mais qui est vraiment très chouette. Alors, j'ai joué à Edge of Darkness, donc la photo est pas top. Edge of Darkness, pour le coup, c'est un espèce de deck building, donc plutôt de crafting de cartes à la Mystic Vale, c'est par le même auteur. On a des cartes qui ont jusqu'à 3 emplacements et qu'on va aller personnaliser au fur et à mesure. Le truc, c'est que toutes les cartes sont dans un deck commun. Donc on a des cartes qui nous appartiennent, donc qui ont notre allégeance dessus, et des cartes qui sont vraiment à tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est que il va y avoir une première phase où on va récupérer des cartes sur la ligne du milieu, en allant chacun notre tour récupérer les cartes qui nous intéressent. Si on ignore des cartes, on va payer de l'influence. Une fois qu'on se retrouve avec 4 cartes en main, je crois, de mémoire, on va pouvoir les jouer, et si jamais on a joué une carte qui appartient à un adversaire, il la récupère pour le tour d'après, donc ça fera partie de sa main du tour d'après. Et à chaque tour, on va pouvoir choisir un nouvel donc avancement, donc advancement, donc parmi les personnalisations de cartes, on va en choisir une qu'on va améliorer sur une des cartes qui va nous donner l'action dès ce tour-ci.
Donc il y a un petit truc un peu combo comme ça. On va avoir des cubes qui au fur et à mesure vont déclencher des menaces si on s'en est pas prémuni. Et il y a plein de choses qui jouent sur des ouvriers à poser. Donc en général c'est les cartes qui nous permettent de poser les ouvriers. Et ensuite sur les lieux il y a marqué comment est-ce qu'on a le droit de les utiliser. Donc on peut les récupérer pour faire une action en général. Ça donne des choses assez amusantes du point de vue de ce qui peut se passer. Après nous là sur la partie, donc moi j'avais déjà joué 2 fois. Moi j'aime bien le principe vraiment. Là, sur la partie, il y a eu des tours un peu à blanc sur 8 tours. Il y a eu des tours où il y a quelqu'un qui avait que des mauvaises cartes à piocher. Et du coup, derrière, ça débloquait des super cartes pour le suivant. Et du coup, il se retrouvait le tour d'après avec encore rien à piocher. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. Même si on fait quand même un petit peu des choses en rajoutant un avancement pour soi, il y a des tours où on fait pas grand-chose. Et voilà, donc ça j'ai envie d'y rejouer pour me refaire un peu un avis un peu plus définitif, défini en tout cas, sur ce jeu, dont j'aime bien le principe de deck commun, de plein de choses. Les choix qu'il y a à faire sont plutôt intéressants sur les cartes, parce qu'à la fois on a envie de développer un peu un style de jeu sur nos cartes, et à la fois comme on va jouer un peu les cartes de tout le monde, on s'adapte quand même à faire un peu tout, mais dans quelle quantité, et sans trop bloquer nos bonhommes, avec des sous qui nous manquent en permanence. Voilà. Donc ça, oui, et puis il y a vraiment une grosse modularité sur les lieux présents. Donc, à voir. Hop. Fondateur de Teotihuacan. Donc ça, je l'ai découvert tout juste hier, là. Moi, de base, c'était un jeu qui me tentait moyennement, parce que je pensais que ça allait pas trop être mon style, et effectivement, ça m'a assez moyennement plu. Je pense que dans sa catégorie, il est malin, par contre. Donc c'est vraiment un système, on va récupérer des tuiles chez nous. Donc on a des tuiles de production qui produisent des cailloux autour, des tuiles de temple qui demandent de dépenser des ressources de n'importe où sur notre plateau, et des tuiles de pyramide qui vont permettre de déclencher des donc qui vont aussi nous donner des ressources d'or cette fois-ci sur le plateau beaucoup, et qui vont déclencher des scorings en fin de partie en fonction de si les tuiles de pyramide sont de la même couleur que les temples des quartiers qui sont en face. Il y a un petit côté timing un peu tendu, très calculatoire, où on a le bonhomme qui est d'un côté du plateau, et quand il est de ce côté-là du plateau, je ne peux construire que sur cette partie du plateau. Et ensuite, il y a un système d'action abstrait très malin sur le plateau, où quand ça demande notre tour, on va pouvoir jouer n'importe quel nombre de disques, sachant qu'au début on en a 5 et à la fin on n'en a plus que 2. Donc parce qu'on joue en plusieurs manches. Donc manche 1, on a 5 ronds en tout et on va tourner jusqu'à tous les utiliser. Dernière manche, on n'a plus que 2 jetons et on va tourner jusqu'à tous les utiliser. Donc on rajoute un ou plusieurs pions sur une pile de pions. Le pion de base qui est posé sur les actions compte comme 1. Et en fonction de la taille qu'on obtient à la fin, une fois qu'on a posé nos pions, donc par exemple si je place, s'il y avait déjà 2 pions et que j'en place un, ça me fait une force de 3, je vais pouvoir construire un bâtiment en utilisant ma force de 3, donc de taille 3 ou en ayant un prix qui correspond à la taille que j'ai mis. On a toujours une alternative en action d'influence. Et tout ça, ça nous permet de construire, et une fois qu'on a construit, le petit architecte tourne. Donc c'est assez calculateur sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à quel endroit, quel bonus on a envie de prendre en déclenchant les actions. On surveille les autres de manière très très froide, très calculatoire sur qu'est-ce qui peut se passer, et on essaye beaucoup d'optimiser un peu son placement chez soi. Moi j'ai trouvé ça froid, c'est pas le type de calcul que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc moi ça... c'est pas trop mon style de jeu. Hop. Donc on passe à Great Zimbabwe, où pour le coup là ça a été mon gros coup de cœur découverte du week-end. Donc c'est pas un jeu récent du tout. Je sais pas quel âge il a, mais il a, je dirais 8-10 ans. 8 ans, ça fait longtemps que j'entends parler en tout cas. Donc on a un plateau central sur lequel il y a des ressources qui sont produites. Et l'idée c'est qu'on va essayer de mettre en place des artisanats à portée de ces ressources pour pouvoir aller les utiliser pour améliorer nos monuments. Donc on va fonder des monuments qui sont comme ça des piles à notre couleur. Et quand on améliore des monuments, on va faire des points de victoire. Le truc c'est que pour ça on va utiliser les ressources et potentiellement les ressources des autres, souvent les ressources des autres, en leur payant des vaches en fonction du prix qu'ils ont fixé sur leurs marchandises accessibles, et ça va épuiser les ressources utilisées, et donc les autres ne pourront plus produire de ce bien-là ce tour-ci, sachant qu'il faut des biens différents pour faire améliorer nos monuments. Tout est très 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 tendu, à être très 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 interactif. Donc le but c'est d'être le premier à 20 points, sauf qu'on va pouvoir récupérer des cartes qui nous donnent différents bonus, notamment les capacités de construire les bâtiments d'artisanat.
qui vont augmenter l'objectif de points à atteindre. Donc si on a plein de bonus, on a besoin de faire plus de points que les autres. Il y a au début une enchère sur l'ordre du tour qui va être super important parce que ça va être le premier à pouvoir utiliser les ressources. Et en fait c'est une enchère où ce qu'on parie va être redistribué parmi les joueurs. Et donc il y a un avantage d'aller récupérer le plus de vaches là-dessus où vraiment tout est tendu. Il y a vraiment une économie où on a de plus en plus de vaches mais on en a de plus en plus besoin. Il y a des productions de niveau 1 qui utilisent juste une ressource de base, des productions de niveau 2 qui demandent d'utiliser des ressources de base. Et voilà, donc c'est un spottler, hein, c'est dans la même catégorie que Full Chain Marinette. Moi ça a été un énorme coup de cœur, je m'attendais à ce que ce soit vraiment très gros, les règles sont assez courtes. Et moi j'avais entendu dire que les parties duraient 3 à 5 heures, et là on a joué en moins de 2 heures je crois. Donc on a peut-être été un peu rapide, on a fait une erreur de règle mais qui était à notre désavantage, qui a rendu les choses un peu plus bloquantes. Et ça j'ai très envie d'y rejouer, ça a été un gros enthousiasme sur cette partie. J'ai trouvé ça absolument génial, en pas grand chose, c'est ultra tendu, il se passe des choses vraiment bien. Voilà, donc ça c'est vraiment, normalement je devrais y rejouer, et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Hop. Tao, donc c'est à Rosenberg, je pense que je vais en faire une vidéo prochainement. On est vraiment dans du pur Rosenberg où on plante des légumes dans des champs et on récupère des moutons pour faire du lait. Il y a un côté très what the fuck avec des tas de cartes qu'on va récupérer et jouer dans tous les sens qui vont donner des tas de bonus qui vont être un petit peu injustes, beaucoup de tirages vraiment très aléatoires sur les conditions qu'on nous demande. Des fois il faut autant de champs plantés et de moutons que le nombre d'ouvriers qu'on reçoit ce tour-ci, donc des trucs... Oui, pourquoi pas, ok, d'accord, je vais essayer de faire ça alors. Et ouais, il y a des choses qui sont mignonnes. Voilà, donc ça, moi je le trouve fun. Les gens trouvent pas ça fun, mais moi je trouve ça vraiment fun. Hop. Arnak ou Narak. Donc je viens d'en faire une vidéo avec un son pourri. Globalement, c'est un jeu dans lequel on va avoir une phase de deck building, mais qui est surtout produire plus de ressources pour produire plus de ressources, et faire des tas de combos dans tous les sens, avec l'extension qui donne des pouvoirs asymétriques qui est vraiment rigolote à jouer et à découvrir. Voilà, donc ça c'est un autre jeu que j'aime bien, que je trouve en fait extrêmement plaisant et jouissif, même si je suis pas sûre qu'il soit d'une profondeur extraordinaire. On joue un peu dans son coin aussi, il faut quand même bien le dire. Et voilà, c'est toujours rigolo. Hop. Donc Dinosaur Island, Roll and Write. Donc ça, est-ce que c'est un vrai gros jeu? La question se pose, c'est un Roll and Write donc, mais avec vraiment des mécaniques de pose d'ouvriers et de jeux relativement gros. On a joué en 2 heures, je pense qu'on aurait dû être plus rapide, et que ça peut jouer en 1 heure, mais ça reste pas un tout petit jeu, hein, clairement. Donc, moi j'ai joué à Dinosaur Island il y a longtemps, et à Dinosaur World. Le principe c'est vraiment qu'on va construire un parc de dinosaures en récupérant de l'ADN qui va pouvoir constituer des dinosaures, qu'on va mettre dans des enclos qui vont constituer notre zoo, et on va pouvoir faire des petits tours en leur faisant visiter des choses par les routes. Là c'est un début de partie, donc il n'y a pas grand chose qui est dessiné. Le jeu va se jouer en 6 phases, enfin en 6 tours, et lors d'un tour, donc en 6 tours et tous les 2 tours il y a une visite du parc. Lors d'un tour, on commence par lancer le pool de dés, et chacun dans l'ordre du tour va en récupérer 2, il va en rester un de côté. Celui qui est resté de côté, l'action qu'il y a dessus, tout le monde la prend. Les actions, globalement, c'est récupérer de l'ADN, faire de la sécurité, faire des bâtiments mineurs, ce genre de choses dans notre parc. Et gagner des sous. Les sous, c'est important, c'est ce qui permet de construire des bâtiments. Après, tout le monde récolte ses ressources, ça permet de dépenser des sous pour faire des spécialistes, des bâtiments, des tas de choses. Donc on récupère ce qu'il y a sur nos dés. Puis là, il y a une phase de placement de dés, où dans l'ordre du tour, chacun va placer un dé sur une case, pour aller faire ce qu'il y a en face. Donc fabriquer des dinos, faire de la sécurité ou des sous, tracer des routes, et d'autres choses. Le truc rigolo, c'est que une fois qu'on s'est mis un dé sur un emplacement, ça empêche pas les autres de le faire. Par contre, s'ils veulent mettre leur dé par-dessus le nôtre, donc ils refont l'action, ça demande de prendre de la menace. Donc sur tous les dés, il y a 1 à 3 points de menace qui vont faire cocher des cases ici. Et ça autorise à faire l'action. Donc la menace, il faut de la sécurité pour la contrer, sinon on fait des morts, on perd des points de victoire et c'est pas bien. Et on perd aussi des avantages. On va pouvoir comme ça faire des tas de choses. Donc on fait ça 6 fois. Tous les 2 tours, il y a un tour qui passe dans le camp qui fait gagner plein de choses. Donc il y a plein de bonus de revenus à ce moment-là qui se passent. Il y a des trucs qui se passent en fonction de l'excitation que génère notre parc, donc en gros à quel point on a mis des gros dinos dedans, et des choses qui nous donnent des bonus divers et variés. On a des gros bâtiments à construire.
Tout ça on le coche, tout ça c'est un peu en simultané. Et à la fin, celui qui a gagné le plus de points de victoire a gagné. Sans grande surprise, l'excitation fait des points de victoire, mais c'est pas le seul truc, tous les bâtiments qu'on construit nous font des points, notamment les dinos. Moi j'ai trouvé ça assez sympa. Alors j'aime bien le principe, j'aime bien la gestion. On a tous trouvé qu'il y avait un tour de trop, que sur la fin on peut quasiment tout faire, atteindre un peu tous nos objectifs. Donc c'est un peu frustrant pour un jeu où on a l'impression de devoir faire des choix. Si on a sacrifié des choses, on va perdre parce que en fait il n'y avait pas besoin. Donc ça c'est un point quand même dommage. Donc moi je pense que si je jouerais avec une phase de moins, donc faire 2 tours, 2 tours, 1 tour. J'ai trouvé ça assez différent de Dinosaur World que j'ai joué il y a quelques mois, Dinosaur Island je sais plus. Ça reste dans la même catégorie, hein, on renouvelle pas complètement le genre. J'ai bien aimé le format gros roll and write, moi ça m'a bien plu. L'interaction sur les dés elle est bien pensée, elle est bien mignonne. Le reste de développement est complètement dans son coin comme dans Dinosaur World. Et qu'est-ce que je voulais en dire d'autre ? C'est à peu près tout, voilà. Donc ça c'était plutôt plaisant. Et j'y rejouerai bien à l'occasion. On a fait un Rurik. Alors Rurik j'ai adoré, j'en ai fait pas beaucoup de parties encore, moi je l'ai pas, mais j'adore vraiment le principe. C'est un jeu de plus ou moins de conquête, disons, mais très très light, c'est surtout de la gestion sur de la programmation d'action. Donc, on va avoir chacun des bonhommes, numérotés 1, 2, 4, 5 en début de partie, on va récupérer un deuxième 2 plus tard dans la partie. Et ce qui va se passer, c'est qu'en partant d'un premier joueur, on choisit n'importe lequel de ses pions et on va le mettre sur une des colonnes ici. Donc tout en haut au début, puis après ça dépend des valeurs. Si on surclasse quelqu'un, on se met au-dessus de lui, si on sous-classe quelqu'un, on se met en dessous. Si on est au même niveau, on se met juste en dessous, et potentiellement on s'intercale comme ça pour que sur une rangée, le meilleur soit en haut, et puis en ordre décroissant. On peut rajouter des pièces pour booster nos bonhommes à ce moment-là, pour aller les faire jouer de manière plus forte. C'est des actions qui sont très simples, donc la première action c'est recruter, donc faire apparaître des bonhommes là où on a déjà des bonhommes. Deuxième action c'est se déplacer, donc une botte ça fait déplacer un bonhomme d'une case. Troisième action c'est combattre, donc en gros c'est tuer un bonhomme sur une autre case, ou 2 bonhommes selon les cases. Troisième action c'est taxer, donc récupérer les petites ressources qu'il y a sur le plateau pour les récupérer sur notre bateau. Quatrième action c'est construire, donc faire un bâtiment là où on est présent ou majoritaire, donc on a 3 types de bâtiments qui ont des petits bonus. Et la dernière action c'est piocher des cartes manigance pour aller récupérer des bonus et éventuellement passer premier joueur. On va faire très peu de points dans le jeu parce qu'il y a en gros 3 objectifs. Avoir plein de territoires, dont les capitales si on veut vraiment le booster à mort, avoir construit des bâtiments sur des zones connexes et avoir stocké des ressources dans notre bateau, donc des ressources de types différents en quantité nécessaire, qui vont nous donner donc des gros points, donc jusqu'à 8 points pour avoir été au mieux de la catégorie. Et c'est la très grande majorité des points qu'on fait. Il y a une prime à celui qui a été le plus belliqueux qui va gagner 3 points, le deuxième 1 point. Et on a quelques petits objectifs à atteindre, qu'on va récupérer un par tour, qui vont nous donner quelques points. 2 points en fin de partie sur notre objectif, mais donc le meilleur joueur, il fait une vingtaine de points. Moi, je me suis bien vautré, je crois que j'avais 12 points. Peut-être un peu moins même. J'avais peut-être encore moins que ça. Hop. Donc on n'a pas des gros points, c'est assez concentré ce qu'on doit faire, et la partie conquête, elle est vraiment toute simple, avec très peu de hasard. Juste quand on attaque quelqu'un, on a une chance de faire mourir un de nos pions. Qui peut un peu se réguler en fonction de ce qu'on fait autour. Donc ce système de placement, donc on place notre... donc ça dit qu'il va faire les actions plus ou moins fortes, et ensuite on refait un tour de table pour les résoudre, et là on va forcément résoudre notre plus petit bonhomme en premier, puis le deuxième, puis le troisième, et on finit par notre 5. Donc ça veut dire qu'à la fois on doit programmer pour les cases qu'on veut avoir, mais aussi pour l'ordre dans lequel on espère effectuer nos actions en fonction de ce qui va se passer. Et du coup cette phase de programmation très très interactive, où on regarde vraiment ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui va être urgent, qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec une grosse forte, combien on a de sous pour améliorer nos bonhommes, elle est super géniale. Avec vraiment pas grand chose, c'est tout fluide comme jeu, pour moi c'est une très très grosse réussite. Il est un petit peu introuvable, c'est dommage. Il est cher aussi, je crois. On a tous un gros bonhomme avec un pouvoir spécial, mais ça reste assez light. Et moi, j'aime... il est super épuré sur un système de programmation vachement malin. Donc pour moi, ça c'est vraiment du vrai très bon jeu. Là, je l'ai fait découvrir à des joueurs, dont une qui aime pas trop les jeux de conquête, qui était pas trop chaude à la gueule de la boîte, et qui en fait a dit « Ah non, mais t'as raison, c'est un vrai jeu de programmation et de gestion, ce truc-là, il est vraiment malin. »
et je connais beaucoup de gens qui ont apprécié. Donc ouais, c'est un jeu bien tendu et très très chouette. J'ai découvert Space Race, dont j'avais lu les règles, que personne connaissait trop à la table. Alors Space Race, c'est un jeu où on va jouer des agences spatiales de différents pays. On va récupérer des cartes qui sont dans un display commun à récupérer. Et à chaque tour, on va jouer une de nos cartes contrôle qui va dire on active les pouvoirs, par exemple bleus, de toutes ces cartes, donc pour nous. Chacun va choisir sa couleur de carte à activer. Du coup, entre là où on les récupère et là où ça donne des bonus, ça va un petit peu varier, et il va y avoir des décomptes de points à chaque phase sur différents critères. C'est un peu tordu quand on découvre, dans le sens... alors c'est aussi parce que je l'ai présenté sans y avoir joué, du coup forcément ça n'aide pas, à savoir un peu où on va. Maintenant que j'ai fait une partie, j'ai vraiment envie d'en refaire une pour voir qu'est-ce que ça donne quand c'est un peu plus fluide, quand on a un peu une meilleure idée de ce qu'on fait. Il y a plein de choses, je me suis rendu compte que je faisais fait n'importe quoi et que je me suis un peu pris les pieds dans le tapis sans trop comprendre comment être efficace. Il y a des choses qui sont peu lisibles au début sur qu'est-ce que ça va donner. Je pense aussi que c'était pas très bien expliqué. Et ça, du coup, moi j'ai très très envie d'en refaire une maintenant que je sais à quoi m'attendre, que je peux le présenter mieux. Et voilà. Donc ça, je suis toujours un peu dans l'expectative de qu'est-ce que ça va donner. On verra bien. Et donc c'est de la combo de cartes, avec vraiment très axé sur quel décompte de points il va y avoir à quel tour, qui dépendent d'un projet. On a quelques trucs pour faire varier les parties. Hop. Stroganoff. Alors Stroganoff, c'est un jeu un peu de pure interaction et beaucoup de combos un peu calculatoires pour essayer de faire un maximum de choses dans son tour aussi. Globalement, on joue des Cosaques qui vont aller vers l'est pour aller tuer des tas d'animaux et en récupérer leur fourrure. Par des actions de chasse, pour aller ensuite potentiellement récupérer des territoires et d'autres choses qui font des points. Il y a un ordre du tour qui est vachement important, où le premier se déplace, arrive quelque part, fait ses actions, puis le deuxième, le moins avancé vers l'est, se déplace, enfin le deuxième le plus avancé vers l'est, se déplace, fait ses actions, etc. Le tour va se décomposer de manière qui a l'air simple sur le papier, mais qui en fait fait pas mal mouliner avec pas mal de choses qui se passent. On commence par faire une action mineure qui est soit récupérer un sou, soit redéplacer son bonhomme, soit récupérer des chevaux, donc les chevaux c'est une grosse monnaie qui permet à payer la chasse et le déplacement, soit chasser, pour aller récupérer des petites tuiles de fourrure, qui est vraiment un des buts du jeu et la ressource qu'on va utiliser principalement. Ou alors on dépense une fourrure d'un type bien précis pour aller faire deux choses parmi les quatre là, donc c'est gagner un sou, gagner 2 points de saga qui vont permettre d'obtenir des gros bonus, redéplacer le bonhomme ou gagner des chevaux, donc un peu moins qu'au-dessus mais ça permet de faire plus de choses en une action. Une fois qu'on a fait notre action mineure, donc pendant mon tour à moi, ça reste mon tour à moi, je vais faire une action principale. Donc l'action principale, soit je refais une action mineure comme ça, soit je fais une action avancée qui dépend de la case sur laquelle je suis. Donc là, je vais devoir placer des avant-postes qui vont me permettre de plus tard pouvoir rejouer sur cette région sans avoir besoin d'y être. Je peux aller récupérer une tuile de paysage qui va me coûter de la fourrure. Plus il y a encore de fourrure dessus, plus ça me coûte cher, donc en général c'est quand on a déjà épuisé la tuile. Interagir avec le village qui me donne une action assez classique, assez banale, pas ultra forte. Et récupérer la yourte, si on a encore une, là sur le plateau il n'y en a plus, qui donne en général des trucs beaucoup mieux qu'un village, ou aller récupérer un objectif à aller présenter au tsar plus tard pour faire un peu de points et des bonus permanents. Ou des points de fin de partie si on est en deuxième phase. Et une fois que j'ai fait donc cette action, donc je me suis déplacée, j'ai fait mon action mineure, j'ai fait mon action principale, je peux potentiellement refaire soit une action mineure, soit une action avancée en dépensant une fourrure. Donc soit n'importe laquelle pour faire une action mineure, soit une action avancée correspondant au type de fourrure du lieu. Donc il y a pas mal de contraintes comme ça. Le truc c'est qu'au milieu de tout ça, je peux utiliser un marché pour faire pas mal d'échanges. Donc ça va me coûter des chevaux à chaque fois et des fourrures que j'aurais déjà chassées. Pour aller récupérer les bonnes fourrures dont je vais avoir besoin à cet endroit-là, je vais pouvoir avoir une piste de trophées si je joue les trophées, donc c'est une des actions possibles qu'on a intérêt à faire soit beaucoup, soit pas du tout, pour aller redépenser les fourrures, pour aller faire des différents bonus. Quand on obtient des points de saga, on peut récupérer une des sagas disponibles qui va nous redonner des bonus à droite à gauche. Et au final, les tours sont pas très rapides quand même, faut bien le dire. Ça peut être même long. Et il y a un gros côté calculateur de qu'est-ce qui va être possible, notamment en fonction de ce que les joueurs précédents ont un peu laissé. Donc des fois on a une idée de ce que chacun va faire, mais on est quand même un peu obligé d'attendre notre tour pour réfléchir sur pas mal d'éléments. Ça c'est un peu dommage. Il
Il y a un point, moi, qui me chagrine, qui est marqué dans les règles que j'avais vérifié, qui est que quand on récupère un ours, on fait 2 points de saga. Normal, on a chassé un ours, c'est quand même glorieux. Sauf que ça, c'est vrai aussi si on le récupère au marché, ou qu'on le tire au hasard dans le sac, parce que des fois, on peut tirer des trucs au hasard dans le sac. Et ça, je trouve ça un peu bizarre, et moi, je serais assez pour faire une règle maison qui dit que les 2 points d'ours, on les a que si on le chasse. Voilà. Moi j'aime bien, on fait une 50aine de points dans le jeu. Tout est tendu, tout est interactif, parce qu'être le premier c'est super intéressant, mais des fois être le dernier ça nous laisse d'autres opportunités. Voilà. Donc ça c'est... Il a un côté un peu laborieux qui peut déplaire, je sais. Notamment avec les downtime. Avec le côté un petit peu fouillis de tout ce qu'on peut faire à notre tour, mine de rien. Et voilà, moi je l'aime beaucoup. Je vais finir par donc Ark Nova. Donc Ark Nova, j'y ai encore rejoué, j'adore ce jeu. Là, c'était assez rigolo, on en a fait une partie où moi j'avais déjà beaucoup joué au jeu. Un joueur connaissait un petit peu et l'autre joueur découvrait totalement. Donc on a tenté de jouer avec handicap. Moi j'ai pris un plateau avancé dissymétrique, le voisin a pris le plateau symétrique qui est quand même assez fort, et l'autre a joué le plateau débutant, ce qui permet plus de flexibilité en début de partie pour un peu moins se bloquer. Et ça marchait pas trop mal, ça a été super tendu entre moi et le deuxième qui connaissait déjà un peu. Tout le monde a adoré la partie. Moi je continue à le trouver ultra plaisant sur qu'est-ce qu'on va poser, qu'est-ce qui va se passer, les différents axes, comment est-ce qu'on le programme, voilà. Donc moi ça reste un de mes must absolus. On en a fait une vidéo avec Arnaud donc, sur sa nouvelle chaîne, la Meeple on Fire. Voilà, j'en ai fait une 60aine de parties et j'adore ce jeu, il est ultra addictif, voilà, j'ai pas tendance à jouer autant de parties d'affilée d'un jeu, mais là c'est topissime. Voilà, donc c'était un peu tout pour cette liste de jeux, j'ai l'impression que c'était peut-être un peu plat, mais bon, tant pis, écoute, je montrerai plus d'enthousiasme sur la vidéo suivante. Je vais tenter de vous parler, oui, donc ensuite des jeux un peu plus format intermédiaire et format court, ça arrive là très bientôt. J'espère que ça aura donné à certains des idées de jeu, assez chouettes à jouer, que ça vous aura permis de savoir un petit peu de quoi il s'agit sur l'un et l'autre des jeux et savoir est-ce que c'est pour vous ou pas, si vous ne connaissiez pas déjà. Si vous connaissez déjà et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez surtout pas à le dire. Et voilà, gros bisous et puis à très bientôt. Salut!